Donc, avec cette troisième table ronde, nous entrons véritablement dans le vif du sujet. Comment réussir la montée en compétences des professionnels et renforcer l'attractivité du secteur? Un thème au cœur des préoccupations actuelles. Sur fond de pénurie de professionnels, et on en a parlé dans la précédente table ronde, comment réussir à garder, voire à upgrader les compétences et qualifications des professionnels? Comment redorer le blason de ces métiers de la petite enfance? Comment les valoriser socialement? Car non, il ne suffit pas d'aimer les enfants pour être un bon professionnel de la petite enfance, on le sait. Ces questions sont aussi celles qui sont au cœur du nouveau comité de filière petite enfance qui vient de se mettre en place, présidé par Elisabeth Laithier. Une initiative d'Adrien Taquet, le secrétaire d'État à l'enfance et aux familles, pour tenter d'endiguer à la fois la crise de recrutement que traverse le secteur et proposer de véritables plans de carrière à ces professionnels, en imaginant une progression, bien sûr, mais aussi des passerelles entre métiers et des passerelles entre accueil individuel et accueil collectif. Quant à l'attractivité, elle passera bien sûr par une revalorisation salariale, on en a aussi parlé, mais au-delà, il faut sans doute réfléchir à d'autres leviers. Et ces sujets vont être abordés avec Anne Grenier, directrice du réseau de crèches de l'économie sociale et solidaire éponyme, Patrick Chamboredon, président de l'Ordre national des infirmiers, Stéphane Fustek, président du Conseil national paritaire du dialogue social des salariés et assistants maternels du particulier employeur, Sandra Onisco, directrice de la communication de l'UFNAFAM, l'Union fédérative des associations d'assistants familiaux et d'assistants maternels, toujours Daniel Lenoir, et en visio, il y aura Clotilde Robin, adjointe au maire de Roanne, vice-présidente du groupe Petite Enfance de l'AMF, l'Association des maires de France. Merci beaucoup Catherine. Je suis ravie d'animer cette table ronde. Donc Maïmona Toumar, cofondatrice et directrice adjointe de l'association Gribouillis. Nous savons que la formation et l'attractivité des métiers de petite enfance sont au cœur de l'investissement qu'il est nécessaire de faire. Nous avons effectivement avec nous plusieurs interlocuteurs. Je voudrais commencer avec Monsieur Fustek. Effectivement, la crise, comme on en parlait quand on préparait ce colloque, la crise a vraiment révélé des aspects qui étaient encore trop ignorés, qui sont importants pour pouvoir avoir des stratégies pertinentes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quels sont vraiment les apprentissages que nous devons prendre en compte aujourd'hui? Écoutez, le premier apprentissage, je crois que c'est l'urgence d'avoir une reconnaissance des métiers du lien beaucoup plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui. Il a fallu une canicule, fut un temps, une crise sanitaire aujourd'hui pour qu'on fasse le constat, les uns et les autres, quand on était cloîtrés chez nous, pendant le confinement, quand on cherchait une bouffée d'air frais, en passant la tête par la fenêtre, qui voyait-on travailler? Eh bien, les professionnels du lien, et ça ne s'entend pas, mais je le mets au féminin, puisque ce sont essentiellement des professions exercées par des femmes. Et comme dans toutes les professions à dominante féminine, eh bien, cette absence de reconnaissance est criante. Voilà le premier constat, moi, que je peux tirer de cette crise sanitaire qui nous a tous percutés et qui continue à le faire. Justement, comment est-ce que vous percevez cette notion d'utilité sociale dans ces métiers? On parle souvent effectivement de garde d'enfants. On est en train d'aller vraiment vers un vocabulaire qui va au plus proche justement de la réalité de ce qui est apporté à la société. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin sur ces sujets? Alors je crois que beaucoup d'idées traversent tout le tissu associatif, syndical, politique, et c'est tant mieux. Il faut qu'on parle de ces métiers, et notamment de ceux de la petite enfance. Du côté des partenaires sociaux, on vient de signer une convention collective qui va s'appliquer dans 15 jours. Donc c'est notre petit joyau. On a profité de cette crise sanitaire
pour négocier une nouvelle convention collective de convergence, puisqu'elle rassemble l'ancienne convention collective des salariés du particulier employeur et celle des assistantes maternelles. C'est plus de 12 mois de travail acharné en visioconférence, mais en tout cas, on y est. Au 1er janvier, de nouveaux droits seront applicables aux salariés. Des droits individuels, tout d'abord, puisqu'une convention collective, ça sert à apporter des droits à chacun et chacune d'entre vous, mais aussi, et c'est une nouveauté, des droits collectifs, avec la création d'une association paritaire qui va être gérée par les partenaires sociaux, qui va permettre l'efficience des droits, notamment des droits collectifs dont je vais vous parler, et qui va recevoir mandat des particuliers employeurs et des parents employeurs pour réaliser un certain nombre d'actes. Alors quels sont ces droits collectifs qui sont importants? C'est d'abord le droit à la santé au travail, avec la mise en place d'un dispositif qui va enfin permettre aux salariés du secteur de l'emploi à domicile de bénéficier d'un suivi médical et d'actions de prévention collective. Le deuxième droit collectif, c'est le droit aux activités sociales et culturelles, avec la création d'une plateforme dédiée aux salariés du secteur et financée par une cotisation patronale. Et enfin, un droit important dans un secteur où près de la moitié des professionnels vont partir en retraite dans les 10 ans qui viennent, le droit à une indemnité de départ volontaire à la retraite qui sera basée non pas sur l'ancienneté du contrat, comme c'est le cas partout, mais sur votre ancienneté dans le secteur, ce qui va permettre à des centaines de milliers de salariés de bénéficier de cette prime de départ volontaire à la retraite. C'est quelque chose auquel on est très attaché, parce que assurer l'efficience des droits, c'est effectivement dans un secteur qui est fait de nombreux contrats. Hein. L'accueil d'un enfant, c'est pas toute une vie professionnelle, on en accueille plusieurs, on a plusieurs employeurs. Attacher des droits conventionnels directement aux salariés et non plus en les liant au contrat de travail, c'est une avancée sociale considérable. Et puis je voudrais dire très rapidement que la branche professionnelle, le secteur professionnel, travaille aussi beaucoup sur la formation professionnelle. Et pour vous donner un chiffre, en pleine pandémie, en 2020, plus de 70 000 départs en formation dans le secteur. C'est extraordinaire et c'est exponentiel, et c'est tant mieux parce que la professionnalisation contribue, au même titre que les avancées sociales et les salaires, à la reconnaissance de ces métiers. Et vraiment, j'insiste, les métiers à dominante féminine doivent aujourd'hui être totalement et pleinement reconnus. Merci beaucoup. On comprend que l'accès aux droits, la sécurité de l'emploi sont des leviers importants pour l'attractivité de ces métiers. C'est aussi une question de dignité pour ces professionnels. Le regard posé sur les professionnels est clairement important et il est nécessaire pour créer une transformation dans les secteurs. Monsieur Chamboredon, vous êtes donc président de l'Ordre des infirmiers. Quelle a été la transformation qui s'est passée dans votre secteur? Quelle a été finalement la démarche pour changer le regard de la société sur vos métiers et arriver jusqu'à ce stade-là? Alors, l'Ordre a été créé il y a très peu de temps. C'est à ce titre-là que Mathias Dufour, et je remercie de nous avoir invités, m'a demandé d'intervenir. Et c'est vrai que c'est bien que dans cette enceinte-là qui crée des lois, ça a été dit tout à l'heure, un syndicaliste et un ordinal soient côte à côte et finalement ne se mangent pas le nez. Parce qu'on voit bien qu'on est dans deux problématiques qui sont différentes, le statutaire et la profession, et qu'on est obligé de travailler ensemble pour recréer cette attractivité-là, pour permettre à une profession peut-être lié aux femmes, on peut partager ça, même si on est deux garçons. Mais c'est surtout, moi, je le rattacherai au métier du soin, où finalement, il y a une invisibilité de ces métiers-là, du prendre soin. Et finalement, notre modèle, tout à l'heure, économique, il est basé sur le cure et pas sur le care. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à transformer. Donc l'Ordre, en fait, par sa possibilité de rassembler la totalité des professionnels qui exercent sous un certain diplôme. Et c'est pour ça que la proposition qui est faite actuellement par le plus important est quelque chose qui est intéressant, mais qui, pour le coup, n'existe pas dans le corpus réglementaire tel qu'il est prévu actuellement et dans aucun ordre de France, puisque j'ai la chance de présider l'ensemble des professions réglementées de France. Il n'y a pas, c'est vraiment pas par secteur d'activité, mais plutôt par
profession. Donc on voit bien qu'il y a une vraie difficulté pour rassembler ces professionnels, mais il y a un vrai besoin de visibilité, il y a un besoin, tout à l'heure ça a été dit également, de comptage, parce qu'on se retrouve dans une pénurie à la fois hospitalière, mais aussi sur ces métiers-là actuellement, et d'attractivité, de visibilité, et de pouvoir proposer des carrières. Donc c'est plusieurs sujets qu'on doit traiter conjointement, pour le coup avec les partenaires sociaux, mais l'ordre, en fait, a cette capacité-là de rassembler, donc de compter, de proposer une démographie et d'être également, même si la Cour des comptes ne veut pas que je fasse ça, une instance politique. Une instance politique au sens où, étant donné qu'on peut interroger nos mandants, qu'on a la capacité de les toucher tous, on fait régulièrement des consultations où on prend des positions suite à ce que nous proposent les gens. On a une en cours actuellement. On a un avis, on pose des questions, une 20-30 questions. On a 70 000 réponses en 72 heures. Donc c'est mieux qu'un institut de sondage et on sonde réellement la profession et les gens au plus près de leurs préoccupations, au plus près de l'exercice professionnel. Et grâce à ça, on arrive à proposer des textes. Le PLFSS, le dernier PLFSS en est un. Et tout à l'heure, j'entendais les représentants du gouvernement parler d'expérimentation. Mais nous, c'est ce qu'on fait dans le PLFSS. On rentre des textes et on fait des propositions, des expérimentations sur 3 régions. Et on arrive petit à petit à faire évoluer notre profession. Pas par le grand soir, parce que ça, manifestement, ça n'arrive pas. On est en France et les grandes réformes centrales ne fonctionnent pas. Effectivement, il faut du local avec des volontés. Et c'est là qu'on arrive à faire les choses. Et donc l'ordre a cette capacité-là d'être une instance politique, parce que réglementairement c'est mon job, de parler avec les politiques, de pousser des textes et d'arriver à faire en sorte de proposer une évolution. Et cette évolution, parce qu'une fois qu'on a eu la problématique financière, qu'elle a été réglée, et plutôt bien réglée, il y a cette question-là de dire mais comment on fait pour garder les gens dans l'emploi? Parce que ça c'est le deuxième problème, la deuxième problématique. Une fois qu'on a des gens qui sont formés, qui exercent leur profession, il faut leur donner une carrière et une visibilité et quelque chose qui va leur permettre de rester. Parce que d'abord, c'est un coût social de former des gens et qu'ils arrêtent d'exercer. Et ensuite, c'est pas moralement quelqu'un qui s'en va de sa profession, c'est que où il ne trouve pas son compte ou alors il y a quelque chose qui ne correspond pas à ses attentes. Donc à la fois, c'est encore une fois le régulateur qui peut amener ça. Le régulateur a aussi l'intérêt, je suis un lobbyiste des ordres bien entendu, propose une garantie aussi pour les usagers des soins de dire le professionnel que vous avez en face de vous, c'est le bon professionnel, formé au bon moment, par la bonne université, ou peut-être aussi, c'est quelque chose qui est en train d'arriver, par la recertification, par du savoir empirique. Parce que vous l'avez abordé tout à l'heure, c'est vrai qu'on est en France et c'est le diplôme qui vaut droit, alors que dans d'autres pays anglo-saxons, on peut tout à fait valoriser des choses comme ça. Et on a la chance d'avoir eu pour le secteur santé la recertification qui nous a permis justement d'intégrer des items qui ne seront pas que forcément universitaires, mais la connaissance du professionnel dans son lieu de vie, dans son cadre professionnel et dans sa relation avec l'usager, puisque finalement, ces métiers du service sont liés à la relation avec l'usager. Moi, je vais terminer parce qu'on me fait signe que c'est bientôt le temps, mais il y a quelque chose que je voudrais dire quand même, c'est que d'avoir des instances comme les ordres, ça permet aussi de changer la société. Et je pense que ça a été dit tout à l'heure, il y a de l'argent, on dépense beaucoup pour soigner, mais il faudrait qu'on change et qu'on passe sur une révolution et qu'on est plutôt sur une société de la prévention qui n'est malheureusement pas le temps politique, et c'est dans cette enceinte-là que je le dis, mais tout le monde aurait à y gagner, et on a bien vu que d'investir un peu, finalement, va permettre d'arriver à mener à bien cette transformation-là pour le bien des populations et de la société en général. Merci beaucoup. Madame Onisco, on connaît le militantisme qu'ont eu les assistantes maternelles pour faire reconnaître justement leur utilité sociale, leurs compétences, mais aussi accéder à la formation. Aujourd'hui, on connaît les départs en formation, en retraite qui sont très nombreux effectivement dans ce métier. Comment est-ce que vous abordez cette question effectivement de l'attractivité, mais aussi de la formation? Vous m'avez évoqué le fait que parler de débouchés, c'était nécessaire dans tous les cas. Quelles sont aujourd'hui les perspectives que vous proposez?
On a parlé d'investissement social, on a parlé d'investir dans les professionnels, mais comment faire face à un défaut de recrutement, que ce soit en accueil collectif ou en accueil individuel? Moi, si vous me permettez, je vais me recentrer sur l'accueil individuel que je connais mieux. Et ça a déjà débuté, c'est-à-dire qu'en fait, depuis 2-3 ans, on fait face à une difficulté de recrutement dans l'accueil collectif comme individuel, mais l'individuel avait déjà débuté il y a 10 ans. Ça fait 10 ans que l'accueil individuel baisse, moins 11% entre 2009 et 2019. Et si on veut réfléchir à cet accueil individuel, il faut aussi l'envisager non pas que par défaut un accueil collectif. C'est ça que, en fait, les assistants maternels reprochent en fait au gouvernement, à l'État, au public. C'est toujours par défaut, que ce soit dans les rapports, que ce soit quand les assistants maternels font face effectivement à des horaires atypiques. Alors c'est toujours parce que l'accueil collectif ne le fait pas. Or, on ne peut pas effectivement sensibiliser au recrutement si on ne met pas en valeur, en fait. Là où les difficultés de l'accueil collectif sont prégnants, je dirais que l'accueil individuel l'est encore plus. Quand on parle par exemple d'invisibilité, l'accueil individuel, que ce soit les gardes à domicile ou les assistants maternels, sont encore plus invisibles. Quand on parle de manque d'accompagnement ou d'absence, on est face ici à 2 professions où les salariés sont autonomes, où ils traversent des situations seuls. Et il y a peu d'accompagnement finalement. Alors, non pas parce que les services de PMI ne font pas leur boulot, c'est parce que les services de PMI sont aussi en difficulté face au nombre. On a effectivement ici des problèmes d'accès à des passerelles. L'assistant maternel, comme la garde à domicile, vous ne ferez pas venir des jeunes si elles n'ont pas accès à une carrière. Or, en venant dans ces professions, elles n'ont accès qu'à une profession. Regardons les jeunes autour de nous, c'est exactement ce qui se passe. On ne va plus travailler 20 ans dans le même secteur. Et effectivement, une assistante maternelle pourrait travailler en crèche, pourrait travailler en micro-crèche, pourrait revenir en MAM, pourrait retourner à son domicile. Quand on regarde effectivement aujourd'hui l'échelle des diplômes, un éducateur jeune enfant peut accéder au métier d'animateur de RAM, de gestionnaire de crèche, d'assistante maternelle et pas une assistante maternelle. En fait. Le problème, il est là. Je dirais également qu'il faut aussi, pour faire venir des gens, avoir du travail. C'est la première base. Or, ici, on a quand même face à une difficulté aussi d'accessibilité financière. On en a parlé. Le CMG, ça fait 10 ans qu'il n'a pas été rénové. D'accord. Et donc, en rénovant effectivement la PSU, ce qui était une bonne chose pour les crèches, on en a parlé, eh bien, on n'a jamais rénové, ou très peu, le CMG, ce qui a effectivement apporté plus de différence, en fait, pour les familles. Et la différence, c'est aussi un choix pour les familles, en fait, du mode d'accueil. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être est-ce que vous pouvez aussi nous préciser, justement, vous l'avez légèrement évoqué, comment est-ce que ces professionnels s'inscrivent dans les métiers du lien? Il y a cette invisibilité qui existe, mais il y a aussi ces passerelles qui existent. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui, effectivement, une assistante maternelle avoir cette carrière à travers tous ces métiers en très pratico-pratique, finalement? Alors là, aujourd'hui, va s'ouvrir, on en a parlé tout à l'heure, effectivement un groupe ministériel qui va durer 3 ans, où à chaque fois, on a beaucoup d'espoir. Donc on verra effectivement ce que ça donnera dans 3 ans. Parce que quand la dame, je ne sais plus son nom, parlait, évoquait le Sénat, effectivement, au Sénat, effectivement, il n'est pas toujours d'accord. Je rappelle que moi, ça fait 10 ans que je suis auditionnée au PLFSS, au Sénat, devant des sénateurs, et ça n'a pas beaucoup non plus rapporté pour les assistantes maternelles et pour l'accueil individuel. Voilà. Et effectivement, je pense qu'il faut par exemple, je vous donne un exemple tout simple. En 2018, on a rénové la formation obligatoire des assistantes maternelles. Bien sûr, au groupe de travail, on a souhaité doubler, comme pour les assistants familiaux, puisqu'ils ont la même histoire, ce nombre d'heures. Très vite, on nous a dit non, ça coûte de l'argent. Ensuite, on a souhaité au moins qu'ils aient accès à tout le diplôme reconnu, c'est-à-dire aux 3 unités du CAP accompagnant éducatif. Aujourd'hui, les assistants maternels
accèdent aux 2 unités du CAP accompagnement éducatif et ne peuvent pas accéder à la 3e parce qu'on a juste oublié de créer des conventions et des passerelles. Elles n'ont pas de maintien de salaire lorsqu'elles vont aller faire un stage. Vous voyez, c'est tout bête, mais déjà, en fait, la première base, elle ne peut pas y accéder. Donc, effectivement, on compte, bien entendu, on ne peut pas faire seul, on peut juste militer, on peut juste alerter ici. Mais on compte sur ce groupe de travail. Espérons qu'effectivement, les assistants maternels accèdent à des diplômes connus et reconnus parce que c'est aussi important pour le regard des familles. On en a parlé. C'est aussi important pour elles. Il y a des assistants maternels, et je pense qu'il y a des gardes à domicile ici qui ont des diplômes connus et qui n'ont pas pour autant changé de travail. Mais ça a facilité cette acquisition auprès des familles, que c'est un mode d'accueil de qualité aussi. Et ça serait intéressant, puisqu'on parle d'invisibilité également, si vous me permettez, je terminerai là. Je tiens juste à rappeler qu'il n'y a pas d'études sur l'accueil individuel. On parle beaucoup d'études, on a beaucoup de chercheurs, mais il n'y a pas d'études sur l'accueil individuel, qui est quand même la spécificité française. Merci beaucoup. Donc on voit qu'il y a effectivement une importance de penser et comprendre les possibles débouchés, les parcours, les passerelles, à la fois dans les métiers du lien, mais aussi dans une notion de montée en responsabilité, de promotion. C'est des mots qui n'existent quasiment pas, comme le mot carrière dans ces secteurs. Anne Grenier, dans votre structure, votre réseau même de structures, vous avez vraiment remis au cœur de tout ce que vous faites l'utilité sociale de ces professionnels et vous avez vraiment cette importance, cette valorisation que vous apportez dans le fait de confier des responsabilités et de ne pas toujours mettre les directrices en avant sur tous les sujets. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous fonctionnez ? Bonjour à tous. Donc, nous, on est un réseau de crèches engagé. On a créé un système autour de l'environnement favorable de l'enfant, c'est-à-dire on a beaucoup parlé d'éducation et de coéducation tout à l'heure, mais on axe aussi tout notre travail sur la santé environnementale, l'écologie, l'alimentation saine qui vont avec l'éducation. Et pour ça, on investit dans la richesse humaine depuis le début. Et ça se base déjà sur beaucoup de management collaboratif, où on forme nos directrices à faire qu'elles mettent en place un management collaboratif au bénéfice des professionnels pour qu'elles prennent des responsabilités, qu'elles se sentent en mesure de les porter et de co-construire le projet pédagogique dans la crèche, et qu'elles puissent se sentir à l'aise aussi pour accompagner les parents, échanger avec les autres professionnels qui tournent autour des lieux d'accueil collectif. Et voilà, dernièrement, on a mis en place un système de formation basé sur l'organisation apprenante. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que aujourd'hui en France, on est très dans l'éducation formelle. Nous, on pense plutôt que c'est important d'apprendre par le faire et par l'échange entre pairs. Et donc, on a basé notre formation là-dessus avec un parcours de 3 ans pour donner de la visibilité à nos professionnels sur là où elles en sont aujourd'hui, où est-ce qu'elles en seront demain et comment est-ce que ça peut avancer pour elles. Et on base aussi tout ça sur un socle, sur le savoir-être, c'est-à-dire que la base quand même de ces métiers, c'est la relation, c'est la confiance en soi. Et tout à l'heure, un intervenant m'a marqué en parlant de pédagogue. Aujourd'hui, je dis elles parce qu'elles sont majoritairement féminines, mais il ou elle ne se considèrent pas aujourd'hui vraiment comme des pédagogues. Et pourtant, je pense que c'est l'enjeu. Et pour ça, il faut leur donner confiance. Leur apprendre à savoir porter leur voix et leur place. Et ça s'accompagne dans le temps et ça prend beaucoup de temps. Voilà, donc on travaille là-dessus et à côté de ça, on travaille sur ce qu'on appelle la mesure d'impact, c'est-à-dire on a créé un système qui s'appelle le Jeune Pousse qui nous permet de rendre concrète la qualité, c'est-à-dire la charte Jean Pinault, on est basé dessus et concrètement, dans leurs gestes de quotidien, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est pas toujours très concret, les intentions sont belles, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans mon métier ? C'est pas évident, donc on essaie d'avancer là-dessus pour que aussi les formations, les accompagnements soient adaptés à la progressivité nécessaire pour chacun en fonction du point de départ. Décidément. Ce qui était très intéressant aussi dans notre échange, c'était de voir que
apporter de la qualité, c'était pas forcément mettre de la pression sur ces professionnels en sachant qu'ils ont déjà une propre exigence par rapport au fait d'accompagner des enfants. Comment est-ce que vous arrivez justement à permettre à ces professionnels de se mettre dans une posture qui est positive et l'intégrer dans la formation aussi, puisque j'imagine que ça passe par beaucoup d'échanges interprofessionnels pour arriver à cette posture-là? Oui, ce qu'on voit, c'est que le système, quand on parle de qualité, ça met beaucoup de pression, ça c'est certain. C'est des professionnels qui sont souvent exigeantes envers elles-mêmes de base. Donc le système Jeune Pousse qu'on a mis en place, ça permet de baisser la pression en disant voilà la qualité attendue. Et surtout, rendez-vous compte qu'aujourd'hui, vous êtes déjà à un niveau de qualité qu'on salue, qui est bien, même si on peut toujours faire des progrès parce que les situations changent. Et on voit bien aujourd'hui qu'avec la crise, les situations sociales difficiles apparaissent de plus en plus et que c'est compliqué pour les professionnels de s'y adapter. Mais c'est rendre concret et de savoir où je me situe pour baisser, pour pas aller vers de la surqualité qui amène vers du burn-out professionnel, un peu le burn-out militant qu'on va voir dans l'associatif. Mais voilà, c'est le risque. On est dans des métiers du lien, des métiers du social, où les gens sont investis à 100, 200, quelquefois 400%. Et il faut faire attention à ça. Prendre soin d'elles, c'est aussi savoir replacer le niveau où elles sont, les remercier, le rendre concret pour elles. Et je pense que c'est nécessaire dans la valorisation de leur métier et le fait qu'elles puissent accepter d'être vraiment pédagogues et la place qu'elles ont dans la société. Alors, on imagine que toute cette dynamique d'équipe apprenante, etc., renforce l'attractivité du métier, au moins à l'échelle de vos structures. Quelles sont les limites quand même aujourd'hui que vous rencontrez et qui nécessitent des changements plus structurels? La limite, c'est qu'on est face à la crise comme tout le monde et qu'on n'arrive pas à recruter. Il n'y a personne en face de nous, en fait. Donc, même si on a un projet intéressant, attrayant, où les gens le soulignent quand ils y sont, ça, c'est la première limite. C'est-à-dire qu'il faut déjà faire rentrer les gens. Une fois qu'ils sont rentrés, les former, ça a un coût. Donc, on fait appel à des appels à projets, etc. Mais malgré tout, ça a un coût. Et notamment, si on veut correctement former, il faut remplacer sur le terrain. Et ça, c'est l'enjeu, je pense, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est financé pour la formation, ce qui est super, mais on n'est pas financé pour les coûts annexes à la formation. Et ça crée une charge supplémentaire sur le terrain, une pression et un ras-le-bol, je pense, de la profession. Donc, il y a ça, c'est avoir les moyens d'aller jusqu'au bout, en fait, de ça. Et après, c'est les moyens de les garder. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont bien formées, c'est normal, à me semble-t-il, ça serait normal de reconnaître financièrement aussi les compétences qu'elles ont. Et nous, après, on est limité par notre modèle économique et on ne peut pas toujours suivre. Et donc, il y a le risque de turnover de la profession qui s'installe. Voilà. Donc, il y a plusieurs... c'est systémique, ça ne dépend pas de nous. Nous, on peut faire tout ce qu'on veut, mais à côté de ça, il faut aussi que ça puisse fonctionner. Merci beaucoup. Madame Robin, je ne sais pas si vous nous entendez. Je voudrais vous demander, avec les casquettes multiples des collectivités, à la fois qui sont employeuses de nombreux professionnels de petite enfance, qui pilotent les politiques logement, mobilité, qui sont des enjeux aussi importants pour pouvoir permettre à des professionnels d'exercer dans des conditions de qualité, etc. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous percevez le lien qu'il faut créer entre collectivités et professionnels et quelles sont les réflexions à mener ? Oui, merci. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Merci. Merci aussi pour l'organisation de ce colloque, très intéressant. Je le suis depuis le début de la matinée et vraiment, en tant qu'élus locaux, élus locales, c'est une réelle préoccupation pour nous. C'est une compétence qui n'est pas obligatoire, je tiens à le rappeler, la petite enfance, et pourtant, nous en avons vraiment, nous en sommes les premiers gestionnaires, les communes et les intercommunalités. L'engagement des maires et des présidents d'intercommunalités est extrêmement fort en la matière, que ce soit sur des territoires urbains, très urbains ou plus ruraux. Pourquoi ? Parce que bien sûr, nous travaillons sur la qualité de vie de nos habitants, sur le maintien d'une activité économique dynamique,
Nous souhaitons continuer aussi à faciliter l'emploi des familles, notamment monoparentales, et aussi l'emploi des femmes, et surtout parce que nous sommes sur une logique d'accompagnement social, de développement de l'enfant et une écoute bienveillante du besoin des familles de nos territoires, de nos administrés. Alors, en ce qui concerne le groupe de travail petite enfance, nous avons à cœur de demander à ce que ne soit pas privilégié un mode de garde plus qu'un autre. Nous souhaitons qu'il y ait un juste équilibre dans l'accueil collectif, l'accueil individuel, le soutien à parentalité, à savoir une pluralité des offres de services, des propositions, les lieux d'accueil enfants-parents, les relais petite enfance, les places à VIP, les haltes-garderies, les multi-accueils, en horaire atypique, en horaire régulier et bien sûr l'accueil individuel. Ce sont des dispositifs que nous souhaitons voir partie intégrante de nos territoires au regard de la pluralité aussi des familles qui les composent. La qualité de la prise en charge est également un souci pour nous. Nous sommes, en tant qu'élus locaux, garants de l'équité, de l'égalité territoriale et à ce titre-là, la qualité de l'accueil dépend de cette équité territoriale sur laquelle nous souhaitons travailler. Alors bien sûr, le groupe de travail et l'Association des maires de France a alerté déjà plusieurs fois sur la pénurie de professionnels qui nous mettent en difficulté, nous élus locaux, sur les engagements que nous souhaitons prendre auprès de nos administrés, les engagements notamment de création de places de crèche, de places d'accueil, et puis les engagements de bonne prise en charge, de bon accompagnement du jeune enfant. Pourquoi jusque-là, ce qui était surtout vrai en Île-de-France, le devient également dans d'autres territoires plus éloignés, d'autres territoires plus ruraux, à savoir que nous manquons cruellement de professionnels de la petite enfance pour pouvoir soit ouvrir de nouvelles structures, soit pérenniser les places qui sont actuellement déjà en offre de service. Et notre capacité d'accueil est mise à mal. C'est un réel souci en ce qui nous concerne. Nous considérons du coup que l'égalité des chances n'est pas optimale d'un territoire à un autre. Et ça, c'est une réelle difficulté. Alors, l'AMF a alerté à de nombreuses reprises la branche famille, le ministère, bien évidemment, monsieur le ministre Adrien Taquet, qui est à notre écoute, la CNAF, bien entendu, et nous demandons également que la pénurie ne soit pas une baisse de l'exigence de la prise en charge que nous souhaitons. Alors, les élus locaux plaident pour les déploiements en urgence de filières de formation qui soient accessibles financièrement, géographiquement, à proximité des zones en tension. Je dirais que nous sommes plutôt d'accord avec le cri d'alerte lancé tout à l'heure par la FFEC, par Elsa Hervy, sur le besoin de repenser le modèle économique. Et puis, je mettrai aussi l'accent sur une demande que nous avons de travailler sur la formation et éviter qu'elle soit en tuyau d'orgue comme organisée actuellement. La formation doit être beaucoup plus transversale, plus partenariale. Les infirmières puéricultrices doivent trouver leur place pleine et entière. Les assistantes maternelles, les CAP petite enfance, toutes les professions, toutes les qualifications qui travaillent sur le secteur de la petite enfance doivent être pleinement décloisonnées et on doit pouvoir imaginer, il nous semble, envisager une carrière à juste titre dans le milieu de la petite enfance. Alors, nous demandons bien sûr une revalorisation des métiers, travaillons ensemble aussi sur l'épuisement professionnel. Nous, élus locaux, nous avons quelques effets de levier. Bien évidemment, le législateur, c'est à lui que revient l'organisation de la formation. Mais nous, élus locaux, nous avons quelques effets de levier en ajustant sur certains territoires des aides, des accompagnements, des professionnels. Alors, c'est variable. Il y a des élus, des maires qui sont extrêmement innovants en la matière, qui vont jusqu'à proposer des formations intégrées. Je voudrais aussi vous dire que, bien sûr, nous associons les régions de France notamment, et que Région de France sera présente au prochain groupe de travail que nous animerons au mois de janvier. Donc ça, c'est une très belle satisfaction.
d'autres satisfactions quand même, puisqu'il y en a au regard de tout le travail, de ce groupe de travail que j'ai le plaisir de co-présider et qui est extrêmement dynamique. Alors des satisfactions, oui, puisque enfin l'AMF, et que ça avait été appelé de ses voeux, va être associé à la rédaction de la future COG. Donc ça, c'est une réelle satisfaction et le groupe de travail va prochainement présenter, transmettre des propositions. Et puis, bien sûr, ça a été soulevé aussi, la création et l'installation de ce comité de filière il y a une dizaine de jours par le ministre Adrien Taquet. Et puis, le plaisir que nous aurons de retrouver en tant que présidente Elisabeth Laitier qui a animé avant moi ce groupe de travail Petite Enfance. Merci. Alors, nous allons bien sûr... Pardon, vous m'entendez? Je suis en décalé, alors c'est pas évident pour moi. Désolée, je voulais pas vous couper. Justement, non, allez-y. Justement, c'est important de pouvoir effectivement bien prendre en compte le fait que les synergies sont aujourd'hui absolument nécessaires pour avoir une vision et une transformation de ce secteur. Donc, vous avez évoqué effectivement différentes initiatives qui ont été entreprises et des travaux auxquels vous êtes associés. La question que j'aimerais vous poser à tous, justement, c'est quelles sont les formes d'organisation, de réflexion, de débat qui sont nécessaires pour conduire cette transformation, parce qu'on comprend bien que ça ne se joue pas seulement à l'échelle d'un métier, d'une structure, d'un seul territoire. Les challenges sont beaucoup plus importants. Ce n'est pas par hasard que nous avons invité l'Ordre des infirmiers aussi. L'idée, c'était de se dire, est-ce que ça peut être effectivement une instance qui permet de ramener de l'agilité finalement dans ce secteur. Peut-être c'est le débat que j'ouvre et sur lequel je vous invite tous. Quels seraient selon vous, en tout cas, les éléments clés pour réussir une transformation ? Alors moi, je suis persuadé qu'une structure de type ordinal peut aider. Alors j'ai dit avec des modifications, puisqu'on ne parle pas d'une profession en particulier, c'est plutôt un secteur d'activité. Mais pardon, on parle plutôt d'un secteur d'activité, pas d'une profession comme pour un ordre. Par contre, moi, et ça a été dit, et ce n'était pas mon propos initial, c'est de reparler des infirmières puéricultrices, dont la visibilité et clairement l'apport dans la prise en charge de la petite enfance tout au long des modes de garde et des modalités de prise en charge n'est pas assez valorisée, pas assez visible, et pourtant elles ont un rôle central à la fois de coordination. Donc il faut déjà s'appuyer sur les professionnels qui existent, les structures qui existent, et développer autour de cet écosystème, c'est-à-dire ce qu'est un ordre, finalement un outil qui va permettre aux professionnels d'être visibles et de donner la pleine mesure de ce qu'ils font. Merci beaucoup. Monsieur Fustec, vous voulez réagir ? Oui, du côté du secteur de l'emploi à domicile, on a créé une instance plus large que celle qu'on rencontre d'habitude dans les branches professionnelles. On a un Conseil national paritaire du dialogue social qui permet effectivement de balayer large tous les sujets. Il n'y a pas que le sujet de la négociation collective. On est aussi dans des débats beaucoup plus transversaux qui peuvent passer de l'immigration inclusive à des études prospectives sur que vont devenir les métiers du lien à court, moyen et long terme. Mais au-delà du travail qui peut être fait dans ce secteur, je crois que le problème, il est beaucoup plus large. J'ai eu l'occasion d'animer un webinaire avec Ixchel Delaporte avant-hier, une journaliste qui a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle Dame de compagnie, qui s'est mise en immersion dans la peau d'une aide à domicile, qui a fait un burn-out au bout de 8 mois. Je vais vous dire les difficultés de ces métiers. Eh bien, elle le dit, cet engagement et cette réflexion sur les métiers du lien, sur la petite enfance, c'est l'affaire de tous les citoyens. Donc effectivement, notre place, nous, de partenaires sociaux, c'est négocier des conventions, mais c'est aussi participer à l'ensemble des débats riches, diversifiés, qu'on appelle de tout neveu, et on participera également pour notre part au comité de filière qui vient d'être créé. Madame Onisco, vous avez évoqué l'isolement des professionnels de l'accueil individuel en particulier, et ça soulève finalement le fait qu'il n'y a pas que les professionnels de l'accueil, mais il y a aussi plein d'autres professionnels de la petite enfance qui sont nécessaires pour faire fonctionner effectivement ce secteur. Comment est-ce que vous voyez les liens, comment le dialogue doit se faire aujourd'hui avec tous ces professionnels ?
Alors, je vais juste raccrocher un peu. Je parlais d'absence d'accompagnement. J'oublie quand même pas les relais petite enfance qui sont quand même, qui accompagnent et qui sont un acteur de proximité pour les assistantes maternelles. Sinon, ils m'en voudront et je m'en voudrais de les avoir oubliés. Par contre, effectivement, alors moi, je suis plus sceptique sur l'ordre parce que je comprends bien pour pour le secteur infirmier. Oui. Très fort, d'accord. Je dirais que je suis plus sceptique sur l'ordre, mais je pense qu'il faudrait penser à un curriculum, en fait. Un curriculum qui soit commun à tous les professionnels. Alors la charte Jean Pinot, c'est déjà un début, hein, mais ça n'est pas suffisant. Il faut travailler effectivement ce qui nous rassemble au sein du secteur de la petite enfance, et alors qu'on travaille plutôt nos différences, je trouve. Hein. Enfin, ça, c'est l'observation que j'en ai, hein, qui m'est propre. Et du coup, si vous voulez, chacun a du mal. Alors, il y a beaucoup de résistance, hein, dans tous les secteurs, accueil individuel, accueil collectif, etc., parce que tout le monde a peur de ce qu'il pourrait perdre, hein, etc., et ça, j'entends tout à fait. Et je pense qu'il faut vraiment travailler quelque chose qui est plus clair et qui fait que les familles, en fait, n'ont pas, comme aujourd'hui, en fait, à choisir un mode d'accueil plutôt qu'un autre. Si demain, on voudrait travailler et penser à un droit opposable à l'accueil des enfants, il faudrait déjà commencer par ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que veut dire un accueil individuel ? Est-ce qu'on peut parler d'accueil personnalisé ? Quel est l'intérêt pour l'enfant ? Est-ce qu'on peut parler et arrêter de dire et nommer le nom du professionnel, garde à domicile, assistante maternelle, et plutôt évoquer le mode d'accueil ? Qu'est-ce que veut dire en fait bien accueillir ? On a des études aujourd'hui, effectivement, mais encore une fois, je redis qu'elles sont plutôt européennes. Hein. Et du coup, on oublie toujours le secteur individuel. Enfin, voilà, travailler ce qui nous rassemble, non pas parce qu'un mode d'accueil est mieux qu'un autre, mais parce que, encore une fois, si on nomme ce mode d'accueil individuel que par défaut un accueil collectif, jamais vous n'arriverez à recruter. Jamais vous n'arriverez à recruter parce que les gens ont besoin d'avoir du sens dans leur travail. Madame Grenier, est-ce que vous voulez réagir ? Vous disiez justement que vos structures seules ne peuvent pas tout changer. Quelles sont les dynamiques et les synergies à avoir ? Alors, les dynamiques, les synergies, je les pense essentielles aujourd'hui par le retour de terrain, ou en tout cas pour moi, les métiers du lien doivent être pensés ensemble parce que ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, on a des nouvelles recrues qui arrivent du secteur de l'aide à domicile et de l'hôpital, nous disant qu'elles sont bien en crèche parce que c'est moins dur. Donc, c'est, à mon sens, problématique qu'on défasse une profession pour aller en renflouer une autre. Donc ça, ce côté interprofessionnel me semble essentiel parce que sinon, on risque peut-être de résoudre un problème dans une profession, mais enfin dans un secteur, parce qu'il y a plusieurs professions à l'intérieur, mais ne pas résoudre ailleurs. Ensuite, je pense qu'il y a un deuxième enjeu, c'est que, vous l'avez dit sur l'aide à domicile, c'est le cas, les assistantes maternelles, c'est le cas aussi, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont en face à face tout le temps, qui ont très peu de disponibilité en fait pour aller défendre leur profession, leurs droits et voilà. En crèche peut-être un peu plus, enfin en accueil collectif un peu plus parce qu'il y a un dispositif pour, mais donc pour moi il y a une question de temps de ces professionnels et une question de savoir-faire, c'est-à-dire aller porter la voix d'une profession et défendre leurs droits, ça s'apprend. Et ça s'accompagne. Donc, on parlait de profession, de formation, pardon, des compétences professionnelles. Il y a peut-être aussi cet enjeu-là de former à la défense de leur profession tous nos professionnels. Merci beaucoup, Daniel. Je te passe la main. Je vais faire le même exercice que tout à l'heure, une sorte de contrepoint. Alors, j'avais 3 contrepoints, en fait. C'est pas bon, là. C'est bien ? Merci, Mathias. Sur la question de l'attractivité, d'abord, je voudrais souligner, parce que ça mérite d'être dit, l'originalité de ce qui a été mis en place dans l'accueil à domicile avec le CNPD, je vais le dire dans le bon ordre, le CNPDS. Parce que ça mérite. J'ai vu l'évolution sur ce sujet, et c'est vraiment une structure de dialogue social extrêmement innovante et intéressante, et justement qui essaye de répondre à la question de l'isolement des personnels, des personnes qui sont
dans ces situations-là. Après, ça ne règle pas la question de la rémunération, mais ça, on a déjà parlé avant, parce que l'attractivité dépend de la rémunération. Et je suis content aussi qu'Anne Grenier ait évoqué une question qui est celle, alors, par différence, il y a aussi une certaine pénibilité au métier de la petite enfance, et j'avais une question sur où est-ce que se négocient les conditions de travail. Enfin, il y a quand même, les syndicalistes que vous êtes doivent y être sensibles. Sur la montée en compétences, je me posais une question, alors ça évoque ce que disait Marine tout à l'heure, c'est que derrière la montée en compétences, il y a la reconnaissance des compétences, et on a une espèce de magie du diplôme universitaire, je n'arrive pas à voir ce qui s'est fait pour essayer de valoriser les savoirs empiriques, les savoirs d'usage, etc. Il y a tout un travail, à mon avis, de fond, alors qui est un peu abordé dans le document, sur comment on arrive à reconnaître ces savoirs sans considérer que quelqu'un qui a été un bon parent est forcément un bon accompagnant, parce que le risque inverse existe aussi. Hein, donc, et puis j'ai un dernier point. Anne Grenier a dit quelque chose qui m'a fait plaisir. On parle d'investissement social, mais la petite enfance, c'est aussi un investissement environnemental, parce que faire acquérir des comportements... Alors, je ne suis pas forcément fanat de la stratégie du colibri, mais enfin, ça y contribue un peu. Faire acquérir des comportements qui permettent de maintenir l'habitat planétaire, je crois que c'est aussi un enjeu des compétences. Enfin, voilà. C'était quelques contrepoints avec la sortie de questions. Un grand merci, Daniel, pour ces contrepoints. On a en tout cas un consensus sur le fait que l'utilité sociale de ces professionnels doit être complètement prise en compte et suivre les évolutions de la société, aussi les besoins des familles, notamment durant la crise, ont été assez importants, nouveaux. Et donc, je vous remercie tous pour la participation à cette table ronde et sa préparation.